Eh bien, j'ai le plaisir d'ouvrir ce colloque. Madame la ministre, Madame, Monsieur les parlementaires, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs, et surtout, chers amis. Je suis particulièrement heureuse, en qualité de vice-présidente de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, de vous accueillir dans cette belle salle, qui est donc la salle Lumière. Alors c'est ici que les frères Lumière ont présenté leurs travaux devant un aéropage de personnes très distinguées, experts, en 1895. Alors ce premier colloque, c'est le premier colloque de l'année que nous dédions aux femmes. Regard de femmes, sciences, innovation et industrie. C'est un colloque qui a été organisé en partenariat avec les associations Femmes et Sciences, Chercheurs Toujours, et l'Association française pour l'avancement des sciences. Je tiens à les remercier tout particulièrement pour tout le travail qui a été mené pour faire de cet après-midi une belle après-midi d'échange. Alors, je vais juste vous donner quelques mots d'histoire sur la Société d'encouragement, ce sera très bref. Nous sommes une association qui a été fondée en 1801 par les trois consuls, Bonaparte, Cambacérès et Lebras. Nous sommes reconnus d'utilité publique dès 1824 et nous avons une vocation qui consiste à stimuler le développement industriel de la France, à favoriser l'innovation technologique et à valoriser l'entrepreneuriat. Donc, fidèles à ces objectifs que nous nous sommes fixés depuis déjà un temps certain, donc nous poursuivons cette mission qui est l'accompagnement des grandes mutations industrielles, économiques et sociales, avec notamment 4 volets. Le premier, c'est encourager les bâtisseurs de l'industrie de demain, c'est-à-dire qu'en fait, les chercheurs déposent des brevets, ces brevets donnent naissance à des entreprises. Ensuite, il s'agit de transmettre des innovations et des savoir-faire. Nous voulons aussi valoriser le Made in France, pardon pour l'anglais, et puis conserver la mémoire du patrimoine industriel. Nous avons notamment créé un prix de la photographie industrielle, qui est une activité humaine avec des hommes, des femmes qui y contribuent, et tout un patrimoine. Mais il y a aussi une histoire de la société d'encouragement. Et cette histoire de la société d'encouragement avec les femmes, elle reste sans doute à écrire. Et peut-être nous allons commencer à l'écrire et à la renforcer. Alors nous avons été une des premières institutions à avoir découvert le talent d'une jeune femme, Maria Sklodowska, avant qu'elle ne devienne Marie Curie, et à lui avoir confié en 1896 un de ses premiers contrats de recherche afin qu'elle étudie les propriétés magnétiques de certains aciers. Il y a d'autres femmes qui ont été récompensées, elles sont moins célèbres, il est vrai, pour leurs inventions ou pour la création de leur entreprise. Et la toute première date de 1830, donc c'était très novateur. Nous sommes également illustrés en accueillant des conférences de suffragettes pour le droit de vote des femmes. Ça n'est finalement il n'y a pas si longtemps. Enfin, et j'y suis personnellement extrêmement sensible, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale s'est impliquée très tôt dans la protection des femmes et des enfants dans le travail, qui est un sujet très important. Alors au-delà de l'histoire, pour terminer ce préambule, je voudrais surtout de nouveau insister sur notre vocation et notre mission à travers un mot, celui de l'encouragement. L'encouragement, pour moi, c'est un mot absolument magnifique qui nous porte et nous incite à être un lieu d'accueil, un lieu de réflexion, d'échange, de partage, en gardant un esprit surtout positif pour mettre en lumière, petit jeu de mots, tout ce que la science et la technologie peuvent apporter aux femmes et aux hommes demain et après-demain. Et pour moi, ce colloque en est une illustration tout à fait exemplaire. Alors je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir dans ce lieu magnifique, si nombreux, à l'initiative de tous ceux et celles qui l'ont préparé. Sans plus tarder, je voudrais donc appeler nos 3 premières invitées d'honneur. Madame Claudine Hermann, physicienne, professeure émérite à l'École polytechnique, cofondatrice et présidente d'honneur de l'association Femmes et Sciences, présidente de l'European Platform of Women Scientists. Merci, madame. Madame Claudie Aigneret, médecin, scientifique, astronaute, première femme française dans l'espace,
ancien ministre. Merci. Madame Christelle Edman, chère Christelle. Présidente, directrice générale de Schneider Electric France. Mesdames, comme on dit en anglais, the floor is yours. Merci infiniment. Oui, bonjour à toutes et à tous. Nous allons toutes les trois commencer cet après-midi sur les regards de femmes pour la science, l'innovation et l'industrie. On nous a demandé de présenter notre parcours, et puis ensuite nous avons choisi des thèmes que nous voudrions aborder toutes les trois. Alors comme le titre est Science, Innovation, Industrie, nous allons nous présenter dans l'ordre où nous sommes le plus concernés. Donc, en ce qui me concerne, c'est plutôt la science. Ensuite, Claudie va parler de l'innovation et Christelle va parler de l'industrie. Effectivement, on a pensé aussi que la science, en tant que connaissance et méthode, était à la racine de l'innovation et de l'industrie, donc c'était un peu logique. Alors, en ce qui me concerne, moi, mon métier, ça a été d'être enseignante-chercheuse. J'ai eu une mère qui était déjà scientifique, qui était pharmacienne à une époque où ce n'était pas si courant. J'ai fait mes études dans un lycée de filles. Ensuite, j'étais en classe préparatoire dans un lycée de garçons, puisqu'à l'époque, c'était séparé, car à l'époque, je voulais être enseignante du secondaire. Et puis, je suis rentrée à l'École normale supérieure de jeunes filles, et dans mes études, par l'exemple d'une enseignante et aussi parce que j'avais fait des stages, j'ai pensé que la recherche c'était intéressant, et donc je suis devenue enseignante-chercheuse. Alors, j'ai enseigné beaucoup. J'ai enseigné d'abord à la préparation à l'agrégation de physique de l'École normale, et puis ensuite, à partir de 1980, à l'École polytechnique, où je faisais ma recherche. Mon domaine de recherche était l'optique et les propriétés magnétiques des solides. D'ailleurs, il y a dans la salle des personnes qui ont été proches de moi à cette époque. En fait, il se trouve qu'en 1992, j'ai postulé pour un poste de professeur à l'École polytechnique, c'est-à-dire l'équivalent de professeur de première classe des universités. Et une fois que j'avais déposé mon dossier, on m'a expliqué que depuis 198 ans que l'école existait, il n'y avait eu aucune femme, et que si je passais, je serais la première. Donc je suis passée, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me préoccuper de la place des femmes en sciences, ce que je n'avais pas regardé parce que j'avais assez de travail entre mon travail principal et puis ma famille, mon mari, mes 3 fils. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu un autre regard, si on peut dire, puisqu'on parle de regard aujourd'hui, sur la situation des filles et des femmes en sciences. Donc, ça a été un tournant dans ma vie, dans mes centres d'intérêt. Et progressivement, je me suis mise à ce sujet. J'ai participé à la création de l'association Femmes et Sciences en 2000. J'ai participé à la création de la plateforme européenne des femmes scientifiques en 2005, qui est en fait une structure européenne qui chapeaute des associations comme en France, Femmes et Sciences, Femmes et Mathématiques, Femmes Ingénieurs, enfin à travers l'Europe. Et alors, je vais dire un petit mot de ces associations, parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses de moi. Donc, là, j'ai des documents, j'en ai pas pour tous les gens qui sont là, parce que vous êtes très nombreux et vont s'en réjouir. Donc, l'association Femmes et Sciences qui a 2 grands axes. Un premier axe, c'est promouvoir les sciences auprès des jeunes et en particulier des filles. Et pour cela, nous créons des documents comme celui-ci qui s'adresse aux lycéens. Et nous allons dans les classes et à la demande des enseignants et sur les forums des métiers. En 2018, l'association a rencontré 11 000 jeunes dans toute la France, ce qui est à la fois beaucoup, parce que pour une association, ça fait quand même beaucoup de classes. Si vous divisez par 30, vous verrez le nombre de classes, ça fait du monde. Mais par rapport à une classe d'âge, c'est rien du tout, puisque le nombre d'enfants, de jeunes qui passent le bac en même temps, c'est entre 500 000 et 700 000 selon que vous comptez ou pas les bacs professionnels. Donc c'est une petite goutte d'eau dans l'océan. Alors à partir de là, donc on sait bien qu'on ne verra pas tous les jeunes. C'est intéressant de convaincre les éducateurs. Donc on fait des documents pour les éducateurs pour leur expliquer les stéréotypes liés à l'orientation. On fait aussi des documents
pour les enseignants et les éditeurs de livres scolaires, parce qu'on a constaté que la présence des femmes dans les livres était extrêmement faible, en particulier les portraits de femmes scientifiques sont à peu près inexistants, donc on a essayé de fournir des éléments. On fait des colloques, ça c'est les actes du dernier colloque, Femmes et technologie, qui s'est tenu au Conservatoire des arts et métiers en novembre dernier. Alors, du côté européen, c'est la vocation de la plateforme et de donner une voix aux femmes scientifiques auprès des institutions européennes, c'est-à-dire d'intervenir dans le débat politique quand on crée des nouveaux programmes cadres ou des choses comme ça. Et donc, on est amené à souvent écrire des lettres ou des prises de position. Et puis, évidemment, comme on a la chance d'être des associations de pays différents et de disciplines différents, même si on ne se voit pas très souvent parce que ça coûte cher, on a des échanges très fructueux qui permettent de savoir ce que les autres pays font, quelles initiatives seraient éventuellement transposables, ce qui nous donne une certaine expertise. Et on fait aussi des rapports comparatifs européens. Bon, je crois que je vais arrêter de parler parce qu'il faut laisser la place à nos amis. Merci Claudine, je suis très heureuse de pouvoir me joindre à vous aujourd'hui. Alors moi j'ai un parcours un petit peu multiple, ce qui fait que j'ai touché à la fois à la science, à l'innovation, à l'industrie, et j'ai eu beaucoup de chance de vivre plusieurs vies. C'est ce que je dis d'ailleurs en général quand je suis sur les estrades pour parler aux jeunes gens. Voilà, vous vous lancez à un moment donné sur un métier, une envie, et puis vous allez avoir d'autres opportunités, des possibilités de pousser des portes qui n'étaient pas les portes que vous aviez envisagées au départ, mais qui peuvent vous apporter beaucoup de satisfaction. Je suis donc pour ma part médecin rhumatologue au départ, et vous me connaissez tous pour avoir fait ces 2 missions spatiales absolument extraordinaires, en 1996 à bord de la station Mir, et puis en 2001 à bord de la station spatiale internationale. Alors on me pose toujours la question, mais comment de médecin on devient astronaute ? Alors, on est cette année, une année importante, c'est le 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune, c'était en juillet 69, et je dis toujours que voilà, j'ai eu la chance d'avoir 12 ans en juillet 69, et de vivre ce moment magique avec mes yeux d'enfant, complètement émerveillés par ce moment merveilleux, où ce qui était du domaine du rêve, inaccessible, était là, possible ce jour-là. Et je crois que ça a allumé dans ma tête cette étincelle de se dire que parfois, des choses complètement improbables, inaccessibles, peuvent devenir des réalités. Et c'est donc à l'hôpital Cochin, où j'étais rhumatologue, où cette possibilité s'est offerte avec un appel du Centre national d'études spatiales qui recrutait des astronautes. Alors là, j'ai des astronautes pour mener à bien des programmes scientifiques dans cet environnement exceptionnel qu'est la microgravité dans une station spatiale. Donc la force de l'inspiration par le rêve qui vous donne l'audace de choisir, enfin de vous lancer dans une carrière qui n'est pas obligatoirement une carrière qui semble accessible et qui est très masculine. Bon, effectivement, il y avait 1000 candidats en 85 lors de la sélection, dont 10% de candidates femmes, c'est-à-dire 100 femmes. Et j'ai eu la chance d'être l'astronaute féminine recrutée parmi les 7 en 85. Je signale ce 10% de candidates qui n'a pas évolué depuis 85, puisqu'il y a eu une sélection de l'Agence spatiale européenne en 2008 où il y avait toujours seulement 10% de candidatures féminines, alors que voilà, la communication, la réussite des missions, moi j'avais imaginé que ça puisse donner plus d'envie pour les femmes de se lancer dans des carrières qui étaient ouvertes, puisque j'ai même pas vu à aucun moment donné que ça ne pouvait être réservé qu'aux hommes, ce qui n'était pas le cas. Donc moi, c'était le rêve qui m'a poussé à franchir cette porte et à me réaliser dans ces missions tout à fait exceptionnelles. Alors, la science, la technologie, ça a vraiment été des éléments directeurs de ma carrière, puisque après cette carrière d'astronaute, j'ai accepté des responsabilités gouvernementales, qui étaient d'être la ministre en charge de la recherche et des nouvelles technologies entre 2002 et 2004. Et puis ensuite, la deuxième étoile qui était au-dessus de mon berceau, puisque mars 57, c'est la signature du traité de Rome et la constitution de l'Europe, puisque j'ai accepté d'être en charge des affaires européennes. Donc je peux dire que la science et l'espace, et de l'autre côté l'Europe, sont les 2 éléments qui tiennent les fils des différentes carrières que j'ai pu avoir. Toujours
Dans le domaine de la science et de la collaboration européenne, cette chance, et je sais qu'ici beaucoup y sont sensibles, de travailler à l'évolution de ce qu'on appelle les musées de sciences, le Palais de la Découverte et la Cité des sciences et de l'industrie, c'est-à-dire comment au XXIe siècle on va continuer à donner envie, à inspirer, à donner des clés de compréhension à ces sujets de sciences et de technologie qui avancent avec des progrès parfois difficiles à suivre et à percer, mais comment on peut, grâce aux technologies modernes, dans des musées de sciences, tout autant que la pédagogie et l'explication par les scientifiques qui sont au service de ces activités, comment on peut élargir le panel d'éléments qui nous permettent de parler de sciences et de technologie et de faire de chacun d'entre nous des acteurs responsables de ce futur à préparer. Et puis je suis aujourd'hui de retour à l'Agence spatiale européenne. Et comme je le dis souvent, j'avais un rêve d'enfant qui était la Lune à 12 ans. Et aujourd'hui, je travaille sur un projet d'implanter un village sur la Lune. Donc je continue mon activité d'adulte avec voilà, mes yeux d'enfant. Et toujours avec des sujets très inspirants qui nous amènent à être, bien sûr, innovants. Parce que quand il s'agit d'aller penser l'avenir dans des environnements qui sont quand même hostiles, pas habituels, sur lesquels il va falloir penser à la préservation de cette surface lunaire sur laquelle on peut s'installer, où il va falloir gérer des ressources finies, bien évidemment, très peu de ressources sur la Lune pour installer tout ça. On est obligatoirement dans des pensées de création innovante pour trouver des solutions nouvelles. Ces solutions nouvelles, d'ailleurs, qui nous seront très utiles sur Terre, pour avoir vu la Terre depuis l'orbite, à 400 km en orbite dans la station spatiale. On se rend bien compte de sa fragilité, de sa finitude, justement, et tout ce qui peut nous amener à réfléchir sur des façons innovantes de collecter de l'énergie, de la stocker, d'utiliser des ressources localement, in situ, de façon à pouvoir installer une vie durable et un travail durable, d'avoir une économie qu'on appelle aujourd'hui économie circulaire, pas de déchets, utiliser le mieux possible tout ce qui est à disposition et le recycler. Et puis le faire, peut-être là aussi c'est un peu innovant et je dirais peut-être plus utopiste que certaines utopies technologiques, comment le faire tous ensemble, partenaires, au niveau mondial, multilatéralisme pacifique pour penser ensemble comment développer notre humanité. Donc voilà, des fils directeurs qui sont absolument passionnants et qui donnent la possibilité de garder ouverts des écosystèmes très différents que j'ai pu rencontrer, l'écosystème de l'éducation, l'écosystème de la culture, l'écosystème de la recherche, l'écosystème de l'industrie, et de garder ces écosystèmes ouverts et perméables donne souvent la possibilité d'impulser des idées, de faire émerger des rencontres, des dialogues, des conversations qui font qu'on est en plein dans ce que j'appelle l'intelligence collective et qui nous permet peut-être de trouver des solutions un petit peu nouvelles. Je parle de l'espace où je suis aujourd'hui parce que ça va nous amener peut-être à discuter ensemble de comment on peut être innovant dans ces phases un petit peu incertaines et ambiguës que sont celles des transitions qu'on est en train de vivre. On n'a pas encore atterri sur toutes ces transitions qui traversent nos économies et nos sociétés. Donc le spatial est en plein dans ces phases de transition, ce qu'on appelle même le New Space, un nouvel environnement spatial qui nous amène à penser des partenaires différents, des alliances différentes, des façons d'agir différemment. Et en façon d'agir, se dire qu'à la fois on peut bénéficier de toute l'expertise qu'on a acquis pendant 50, 60 ans dans le champ du spatial, mais penser différemment, peut-être être plus agile, la capacité d'expérimenter plus rapidement avant de trouver des solutions. Donc on est complètement dans cette problématique de l'innovation dans un monde qui est en mutation, qui n'a pas encore atterri et qui nécessite qu'on se préoccupe de solutions nouvelles. Alors, pas simplement des solutions françaises ou des solutions européennes. Quand on parle de l'espace, bien évidemment, la plupart des sujets sont des sujets qui nous amènent à la collaboration
à la coopération, sans ignorer de façon très très lucide, bien évidemment, les aspects de compétition qui mènent aussi le jeu, mais sur ces grands enjeux globaux de notre planète, que ce soit le futur de l'humanité dans son expansion, que ce soit bien évidemment le changement climatique pour lequel les yeux du spatial apportent beaucoup d'éléments de compréhension et d'analyse. Tout ça, ce sont des sujets qui nous amènent à être dans la collaboration et la coopération qui, je pense, sera quelque chose qu'on évoquera. Pour évoquer, à la suite de Claudine, mon engagement par rapport à cette nécessité de posséder quelques clés de compréhension en sciences et en technologie, et plus particulièrement pour les jeunes filles, les jeunes femmes, et cette diversité des talents qui permettront de trouver ces solutions innovantes. Ben, je suis depuis très très longtemps acteur de la Fondation C'est Génial, qui permet, et voilà, il y a Olivier qui est là-bas, qui permet à la fois d'avoir des ingénieurs qui viennent dans les écoles pour expliquer ce que c'est que leur métier, donner cette passion en fait à partager du métier qu'ils exercent, mais tout autant d'emmener les professeurs et les classes dans les entreprises pour qu'il y ait cette compréhension mutuelle. La Fondation C'est Génial, et puis la Fondation L'Oréal. Je crois que je suis depuis le tout début de la Fondation L'Oréal, qui a cette préoccupation majeure de reconnaître les talents féminins et de donner la possibilité justement d'avoir confiance dans sa possibilité d'être reconnue par son expertise et sa carrière, avec le grand programme des femmes en sciences, reconnaissant ses grands talents, et puis aujourd'hui associer les boursières, les jeunes lauréates, les jeunes doctorantes, et des activités concernant les filles en sciences, pour les aider, les accompagner dans cette capacité eux aussi à s'investir. Puis je suis aussi dans la fondation Airbus. Airbus, c'est les avions, c'est le spatial. Et il y a un gros pilier de la fondation qui est consacré à cette attractivité nécessaire vers ces métiers de l'ingénierie. Parce que, bien évidemment, les industries ont besoin de talents engagés et voilà, faire naître des vocations, donner le sentiment que c'est possible et qu'on peut être vraiment des acteurs importants, qu'on soit fille ou garçon. C'est vrai, il y a quelques matières qui sont quand même formidables pour susciter cette inspiration et cette motivation. Et j'ai la chance qu'avec l'industrie aéronautique et l'industrie spatiale, ou ces sciences de ces domaines-là, c'est quand même des belles matières en or pour se lancer vers ces métiers passionnants. Merci. Alors, moi, je suis très fière et surtout très humble de parler après mon ancienne professeure à l'école polytechnique, dont j'apprends aujourd'hui que c'était en fait la première femme professeure à l'école polytechnique. Comme quoi, quand on passe après, on trouve ça normal et on se pose même plus la question. Et puis évidemment, à côté de Claudie Ignoré, que évidemment, moi j'ai vu avec mes yeux d'enfant comme étant la première femme française. C'était surtout une française dans l'espace, même plus qu'une femme. Et d'ailleurs, à l'époque, avec cette casquette très russe, et moi qui étudiais le russe à l'école, je trouvais ça formidable d'avoir une Française qui vivait en Russie et qui allait dans l'espace. Et puis après, une fois de plus, moi, alors évidemment, je suis une femme. Moi, j'avais une maman prof de maths, donc les sciences, pour moi, ça a toujours été plutôt le chemin le plus simple. Hein, donc, on ne peut pas dire que je me sois battue contre mon environnement familial pour faire des sciences. Et puis c'est vrai qu'après, à l'école polytechnique, on était 12% de femmes, et à l'époque, on faisait encore son service militaire, ce qui effectivement pouvait être un frein pour certaines. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Néanmoins, on est toujours à moins de 20% de femmes dans les promotions de l'école polytechnique. Ça montre qu'il y a encore des choses à faire. Très stable. Changer de micro. Parce que le micro ne marche pas. Alors, oui, oula, c'est beaucoup mieux. Oh là 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 là. Et puis alors, je suis très fière d'être là pour finalement la clôture de la semaine de l'industrie, et je vais vous parler de ma semaine de l'industrie à moi en tant qu'industriel, parce qu'effectivement aujourd'hui je dirige Schneider Electric en France, donc grand groupe industriel, qui a finalement vécu les 4 révolutions industrielles depuis, parce que Schneider Electric était une start-up au 19e siècle. À l'époque, on était dans la révolution de l'acier, de la machine à vapeur, et puis on a accompagné l'électrification au début du XXe siècle, et puis à la fin du XXe siècle, on a accompagné l'automatisation des usines, et puis avec le choix qu'a fait Didier Pinot-Valenciennes de spécialiser l'entreprise sur l'électrique. Alors il faut se remettre dans le contexte de la fin du XXe siècle et de se dire que l'électricité est l'avenir du monde. Aujourd'hui, ça paraît évident quand on voit ce qui se passe dans les énergies renouvelables et dans la mobilité.
mais à l'époque, c'était quand même un sacré pari. Et donc aujourd'hui, Schneider Electric en France, c'est encore plus de 30 usines en France. Et je suis assez fière de le dire, parce qu'évidemment, ça ne se sait pas. Mais finalement, et puis Schneider Electric, on accompagne les industriels. Et donc, ma semaine de l'industrie, la semaine dernière, ça a commencé par une visite d'un de nos sites industriels qu'on avait ouvert à des lycéens. Alors, il se trouve que c'était en présence de ministres qui voulaient aussi venir voir cette usine. Et alors, en fait, cette usine, qu'est-ce qu'elle a de particulier en Normandie? C'est qu'elle a été labellisée vitrine de l'industrie du futur. Et quand on parle aujourd'hui d'innovation et de technologie, l'industrie est en train de vivre une formidable révolution. Les métiers dans l'industrie sont en train de changer. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'industrie? C'est qu'aujourd'hui, on peut moderniser des outils de production sans pour autant changer les machines, parce que notre usine qui se trouve au Vaudreuil en Normandie, elle a 40 ans. Et on est venu lui rajouter des capteurs, des robots, on est venu rajouter de la réalité augmentée, on est venu rajouter des logiciels, sans pour autant changer les machines, sans pour autant changer les collaborateurs. Mais en travaillant avec eux sur les nouveaux métiers, puisqu'un opérateur de ligne à qui on demande de collaborer avec un robot ou d'utiliser de la réalité augmentée, évidemment son métier évolue. Il y a aussi des nouveaux métiers qui se créent. Et cette révolution-là que l'on vit dans nos usines en France, on l'accompagne aussi pour tous nos clients industriels en France. Et une formidable révolution est en marche, j'allais dire, en France. Alors, un peu plus tard que certains de nos voisins européens, parce qu'il faut bien le dire, pendant très longtemps, finalement, l'industrie a été un peu le parent pauvre dans les politiques publiques, et on était presque parti du principe en France qu'il n'y avait pas d'avenir pour l'industrie en France. Et j'allais dire, heureusement, on a tous pris conscience qu'une économie ne pouvait être forte que si elle avait une industrie forte. Et cette prise de conscience, elle est maintenant bien réelle. Il y a beaucoup d'aides et on accompagne les industriels sur le territoire. Alors nous, on les accompagne avec nos technologies Schneider Electric, que ce soit dans la gestion de l'énergie ou dans l'automatisation de leurs process, et puis de plus en plus avec les logiciels industriels qui permettent finalement de créer des jumeaux numériques des produits, d'avoir un jumeau numérique d'une usine, d'une centrale nucléaire, d'une raffinerie, etc. Parce qu'effectivement, l'image qu'on peut avoir de l'industrie, alors quand on a commencé avec ces lycéens la semaine dernière dans notre usine, il y en a beaucoup qui disaient « j'avais jamais vu d'usine de ma vie », alors qu'ils sont quand même en bac pro et qui s'orientent vers des métiers de l'industrie. Deuxième anecdote, il n'y avait évidemment qu'une fille dans la classe qui venait nous rendre visite. Il n'y avait pas beaucoup plus de filles du côté des élus locaux et des ministres, soit dit en passant, mais voilà. Alors il se trouve que nous, dans notre usine, on a 49% de femmes, parce qu'évidemment, les métiers de l'industrie, d'abord, ce n'est pas du tout les images qu'on a, Zola, voilà, Germinal, ça fait bien longtemps que c'est plus ça les usines. Les lycéens nous disaient « waouh, c'est vachement propre une usine ». Il se trouve que oui, les usines, c'est des endroits très très propres, parce que pour la qualité, pour la sécurité, on ne peut pas se permettre d'avoir, voilà, donc il n'y a pas du charbon qui traîne le long des lignes de production, pas du tout, c'est très très propre. Donc voilà, donc ça a commencé comme ça, et puis alors en fin de semaine, on a accueilli à notre siège à Rueil-Malmaison plus d'une centaine de lycéennes, pour un événement que l'on fait déjà depuis 6 ans avec l'UIMM de l'Eure et qu'on a baptisé Industrie L, pour promouvoir finalement les métiers de l'industrie et des sciences aux femmes. Et donc on les accueille, on organise avec des témoignages de femmes, donc moi j'ai témoigné, mais également beaucoup de femmes de Schneider Electric, et puis pour avoir un dialogue très très ouvert sur, voilà, quels sont vos a priori et pourquoi c'est très très positif aujourd'hui. Et alors j'avoue que moi j'ai été très très claire en disant, si aujourd'hui, honnêtement, vous êtes une jeune fille et vous vous orientez dans des métiers qui peuvent aboutir dans l'industrie, vous n'aurez pas de problème d'emploi, parce qu'il faut bien prendre conscience qu'effectivement, tous les industriels savent que d'abord, il y a une guerre des talents aujourd'hui, savent qu'ils ont besoin de diversité dans leurs équipes pour être plus productifs, pour être plus innovants. Et la vraie révolution de l'industrie, ce n'est pas la technologie, c'est la technologie au service de l'innovation pour aller offrir de nouveaux produits et donc pour conquérir de nouveaux marchés, que ce soit en France ou à l'export. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont des vraies pépites en France, des petites ou des grandes, évidemment. Quand on entend Airbus ou Schneider Electric, on est des grandes entreprises déjà bien établies en France et à l'étranger, mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres pépites qui ont besoin de ces talents pour aller conquérir des marchés. Et donc voilà, donc la semaine de l'industrie, et évidemment la secrétaire d'État à l'industrie Agnès Pannier-Runacher, qui je crois conclura cette journée, est elle-même très très engagée pour promouvoir les femmes dans l'industrie. Donc nous, chez Schneider Electric, on s'est engagé à avoir plus de 30% de femmes à des postes de management dans l'entreprise.
On n'y est pas encore, hein, on est à 24%. Alors ce qu'on appelle poste de management, c'est le top 1000 de l'entreprise. Mais après, quand on regarde selon les pays, et franchement la France n'est pas en avance, on est plutôt selon les métiers. Alors on est globalement au-dessus de 20% de femmes dans l'entreprise. On recrute plus de 40% de femmes. Néanmoins, dès qu'on va dans des métiers opérationnels, des métiers de vente, des métiers de technicien d'intervention ou dans les usines, on a encore du retard. Or, effectivement, non seulement il n'y a pas de pénibilité des métiers, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui passionnantes, et donc voilà, on a beaucoup d'actions lancées pour aller convaincre les jeunes filles qu'il faut se lancer dans ces métiers-là. C'est des métiers passionnants. Alors les jeunes filles comme les jeunes hommes, parce qu'on a besoin de tous les talents, mais la diversité dans un groupe comme Schneider Electric, dont finalement l'innovation et la R&D est l'oxygène, cette capacité à avoir des talents divers, c'est vraiment ce qui nous garantit d'innover. Et je pense qu'aujourd'hui, le débat homme-femme, en tout cas, n'a plus lieu chez Schneider Electric. C'est-à-dire que ça fait très très longtemps que tous les dirigeants sont convaincus, à commencer par Jean-Pascal Tricoire, notre PDG, que seules des équipes diverses peuvent innover durablement, peuvent challenger, et on le voit très bien dans les comportements des managers et des équipes. Et la diversité, ce n'est pas que homme-femme, hein, c'est aussi les générations, l'origine sociale, le passeport, et c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, parce que c'est comme ça qu'on pourra continuer à innover durablement et qu'on évitera de prendre des décisions qui n'auront qu'un biais parce qu'elles viennent de notre formation ou de nos profils. Et puis après, à titre personnel, je suis très engagée, j'allais dire, dans le monde de l'industrie en France, puisque je suis membre du conseil d'administration de France Industrie et que je préside le JMELEC, qui est un des syndicats professionnels des industriels de l'électronumérique. Alors évidemment, Schneider Electric en fait partie, mais au même titre que plein d'autres acteurs. Et cette logique de filière industrielle, c'est évidemment quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Les enjeux de mobilité électrique, les enjeux de développement durable, de consommation d'énergie sur lesquels on doit travailler, et je pense qu'on reviendra dessus dans le dialogue, ce sont des sujets sur lesquels on est très très engagé chez Schneider Electric. Pour faire simple et pour conclure, on a finalement, nous, deux missions à l'échelle de l'entreprise. La première, c'est qu'on considère que l'accès à l'énergie est un droit de l'homme. Alors évidemment, quand on dit ça en France, c'est pas vraiment un sujet. Néanmoins, dans beaucoup de parties du monde, ça n'est pas encore le cas. Et comme on voit à quel point aujourd'hui avoir accès à un téléphone portable, avoir accès à Internet, c'est un vrai levier de développement. Ça permet de faire ses devoirs le soir, ça permet de former des gens. Donc on est très très engagé sur cet aspect-là, accès à l'énergie. Et puis évidemment, deuxième mission là qui est très criante de vérité, la façon dont aujourd'hui on consomme l'énergie et les ressources de la planète n'est pas durable. Et donc on travaille activement pour faire en sorte, grâce à la technologie, que l'on vienne changer la façon dont on consomme l'énergie aujourd'hui. Et j'aime bien rappeler cette statistique parce que ça paraît toujours très intangible quand on en parle et très très loin. Alors après, on a beaucoup de débats publics et ce sujet-là est revenu sur le devant de la table avec la crise des Gilets jaunes. Mais il faut savoir que les bâtiments dans un pays comme la France, c'est 40% de la consommation d'énergie en France. Et que les bâtiments sont très très inefficaces en énergie et que globalement on peut diviser par deux. Alors deux, je tire un petit peu le trait, mais on peut facilement en tout cas enlever un tiers de la consommation d'énergie dans tout le parc des bâtiments en France, sans pour autant que ça nuise ni au confort ni à l'efficacité économique du pays. Donc vous imaginez, 30 à 40% de la facture énergétique du pays, on enlève un tiers, c'est colossal. Et donc quand on parle de programmation pluriannuelle de l'énergie et des enjeux pour la France, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille beaucoup chez Schneider Electric, ainsi que toute notre filière industrielle. Voilà. Je repasse la main, du coup. Voilà. Donc, nous pensions aborder 3 thèmes, et le premier a été quand même déjà un peu abordé. Il concerne l'innovation et son importance dans les phases de transition. Donc, vous avez l'une et l'autre parlé de l'innovation. Peut-être vous avez quelques points à rajouter. Oui, peut-être un élément sur l'innovation, justement, dans ces phases de transition. Où les... Le micro s'éteint tout seul. Il s'éteint tout seul. Quand on a évoqué le... Donc il marche pas. Donc, parler de l'innovation, il y a un champ où l'innovation doit là aussi faire partie de ce qu'on doit proposer, c'est l'innovation pédagogique. Alors, très souvent, quand je parle de l'espace, la
question qui est un peu dans toutes les têtes quand on voit effectivement cette responsabilité qu'on a par rapport à la planète, c'est de dire mais quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Et moi, à chaque fois, je renverse la question en disant mais quels enfants allons-nous laisser à notre planète? C'est-à-dire que effectivement, l'éducation est au cœur de cette génération montante qui va avoir à affronter des situations parfois ambiguës, avec beaucoup d'incertitudes, de multiples scénarios possibles. Et ça veut dire qu'il faut s'interroger également sur la façon dont, à l'école ou à l'extérieur de l'école, parce que l'éducation se passe en partie à l'école, mais il y a aussi toute une part de ce qu'on appelle l'éducation informelle qui est dans d'autres lieux, par d'autres médias, qui est au sein de la famille elle-même, qui est un levier de l'éducation des enfants. Comment, là aussi, laisser entrer peut-être des possibilités d'innovation dans le champ de la pédagogie, de façon à ce qu'on ne soit pas simplement à fournir des éléments de vérité, démontrés, bien sûr, et il y en a dans la transmission de ce socle de connaissances qui sont absolument indispensables, mais la possibilité, au-delà de ces compétences qui vont être des compétences professionnelles classiques, donner à chacun ces compétences qu'on appelle les soft skills, qui permettent de se sentir bien, de se sentir acteur, de se sentir responsable, de se sentir confiant pour avancer, et qui nécessitent probablement des formes d'éducation, à la fois qui préparent bien, mais des formes d'éducation aussi qui inspirent pour donner envie justement de se projeter. Dans ces soft skills qu'on peut essayer de mieux mettre en évidence dans les milieux scolaires et au-delà des milieux scolaires, il y a probablement cette capacité justement à collaborer à plusieurs et non pas simplement apprendre pour soi-même et avoir la capacité à restituer son savoir, mais comment on travaille en projet interdisciplinaire. On a déjà évoqué la nécessité de sortir du silo qui est le sien. C'est la même chose pour les disciplines à l'école, donc avoir ces projets plus largement. Comment communiquer les uns avec les autres. C'est vrai que dans le milieu scientifique, on communique très très bien entre nous, mais pas obligatoirement un discours tout à fait transparent ou compréhensible. Trouver ce langage commun qui permet justement d'échanger et d'être véritablement dans un dialogue et dans une conversation. Et ça prend aussi à l'école, comment on partage ce qu'on a appris et comment on peut l'améliorer justement en donnant la possibilité à chacun d'entrer dans le dialogue. Donc je dis cette communication, cette capacité à coopérer, et puis cette capacité à être en confiance et créer de la confiance autour de soi. Je pense que ça doit se retrouver aussi dans les innovations de management, des choses comme ça. Vraiment cet élément d'être confiant, ça permet de se dépasser et de se dépasser de façon responsable. Je dis très très personnellement, en étant médecin, rhumatologue et chercheur en neurosciences, il a fallu quand même que je dope un petit peu ma confiance pour me sentir à l'aise à piloter un vaisseau Soyouz ou à l'amarrer à la station spatiale. Et ça, c'était à la fois de la formation, à la fois du partage avec les autres astronautes et cosmonautes qui étaient là. Donc se sentir en confiance avec sa propre expertise, sa capacité à faire, puis en confiance dans un groupe avec lequel on va avancer pour réaliser. Bon, pour nous, dans le domaine du spatial habité, c'était plus facile parce que c'était success-oriented. Donc il n'y avait pas d'alternative au succès de la mission. Ce n'est pas toujours le cas partout, dans tous les domaines, ou même en politique, par où je suis passée, mais en tout cas sur les entraînements de mission spatiale, tout le monde était là pour que ça marche et que ça réussisse. Donc je voulais insister sur cet aspect d'innovation aussi à l'intérieur de l'éducation. Alors, à l'intérieur du milieu scolaire, très, très certainement, et puis en dehors du milieu scolaire. Et c'est pour ça que, par exemple, j'étais très heureuse au Palais de la Découverte ou à la Cité des Sciences et de l'Industrie de pouvoir penser des nouvelles façons de mettre les mains dedans, ou de comprendre, ou de voir différemment. Est-ce que je peux rebondir sur ce que... Bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient d'expliquer Claudie. Sur le problème de la transmission, il est vrai qu'aujourd'hui, il existe des tas de moyens électroniques pour apprendre beaucoup de choses,
mais rien ne remplace le contact avec des humains. Une fois qu'on a eu ce contact, on peut continuer plus loin. Dans une de mes vies de retraité, je fais avec mon époux de l'aide aux devoirs dans une maison de quartier d'une banlieue du sud de Paris, où nous avons des jeunes qui ne sont pas tout à fait au centre du système scolaire comme il est aujourd'hui. Et c'est sûr que l'aspect humain peut les relancer un peu. Voilà. Oui, alors. Celui-là, ah oui, non, ça marche. Non, l'innovation, quand on est dans une entreprise, alors j'allais dire, c'est heureusement ou malheureusement, les grands groupes ont bien compris qu'aujourd'hui, ils ne pouvaient pas innover seuls. Et donc, ça veut dire s'appuyer évidemment sur le monde de la recherche, qui franchement en France aujourd'hui est encore très très coupé du monde de l'entreprise. Donc c'est des sujets sur lesquels on travaille. Nous, Schneider Electric, on a des gros centres de R&D, notamment à Grenoble. Donc on est très très impliqués. Alors on travaille beaucoup plus avec un organisme comme le CEA par exemple qu'avec le CNRS. Néanmoins, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faudrait qu'on apprenne à plus travailler avec le CNRS. Un sujet sur lequel je pense qu'on doit aussi travailler en France, c'est-à-dire l'image des doctorants et des thésards, parce que, j'allais dire, autant les startups ont, voilà, la French Tech, les startups ont une image aujourd'hui qui est très positive, y compris dans les grandes écoles, hein, ou dans les écoles, voilà, ça fait partie des choses qui font maintenant rêver les jeunes. Et puis, par contre, moi je vois que les doctorants qu'on peut avoir chez nous, chez Schneider Electric, eh ben, ils ne sont pas valorisés, à mon avis, là, au même niveau que ce qu'ils devraient. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous, on travaille chez nous, mais c'est quelque chose, je pense, qui est très vrai dans l'écosystème français. Or, à un moment, l'innovation, ça passe aussi par la recherche, et ces parcours de thèse sont très, très importants aussi, parce que pour pouvoir avancer et créer des parcours intéressants. Dans la table ronde suivante, on va avoir une jeune doctorante, et je pense qu'elle va rebondir sur ce que vous avez dit, là, Christine. Bon, et ben donc, voilà. Mais on travaille évidemment aussi avec des startups. Voilà. Mais c'est vrai que quand on est une entreprise, d'abord, on est quand même un tout petit peu régi par le court terme, même si on n'investit pas que sur le court terme. Et donc, il y a des domaines de recherche dans lesquels on s'appuie sur le monde de la recherche qui est là pour ça. Donc, c'est vraiment cette complémentarité. Et c'est là où je pense que, paradoxalement, la France est en retard, parce qu'il y a certains pays, les États-Unis, ça fait très très longtemps qu'ils font ça très très bien, et que les passerelles entre le monde de la recherche, le monde de l'entreprise et le monde de la formation sont beaucoup plus fluides. Là où je pense qu'en France, on a du travail à faire, dans tous les mondes d'ailleurs, pour mieux se connaître et mieux travailler ensemble. Alors, un autre thème que nous voulions aborder, c'était le problème de la responsabilité sociétale. Donc peut-être je vous donne la parole. Je voulais justement faire la transition en parlant d'un autre domaine de l'innovation qui est lié à la recherche, qui est lié à la façon dont on pense. C'est qu'effectivement aujourd'hui, il faut pouvoir aussi avoir cette réflexion avec d'autres types de chercheurs, en particulier du domaine des sciences humaines et sociales, et toutes les humanités dans la façon de penser, effectivement, de façon innovante, les développements industriels. Puisque, bien évidemment, parler d'innovation, c'est important, mais c'est une innovation qui est au service d'un progrès pour l'humanité ou pour une communauté. Donc, toujours réfléchir au sens et à la façon dont on veut orienter. Donc, le fait d'introduire aujourd'hui aussi cette réflexion nous permettra probablement d'apporter des solutions différentes. Et quand on aborde l'aspect de responsabilité sociétale, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit bien dans les difficultés de crise qu'on peut traverser au niveau français ou au niveau européen. On est plutôt en réaction à quelque chose qui se produit. Alors que justement, si une recherche, une innovation ouverte, en intégrant les compétences multiples que sont celles des chercheurs, celles des ingénieurs ou celles de chercheurs dans le domaine des sciences humaines et sociales, on pourrait peut-être être davantage en anticipation de ces différents scénarios, de ces phases de transition, de façon à ne pas être en réaction par rapport à des sujets difficiles à traiter. Je ne vais pas revenir sur les sujets d'innovation, par contre sur les sujets de responsabilité, j'allais dire les entreprises prennent conscience, pour celles qui le font récemment, mais ça fait très longtemps que les entreprises ont pris conscience du fait qu'elles ont beaucoup de parties prenantes, leurs salariés, les gouvernements des pays dans lesquels on opère, évidemment les actionnaires, les clients.
les fournisseurs. Et donc ces responsabilités-là, ça fait très longtemps. Et alors nous, chez Schneider Electric, ça fait très longtemps qu'on publiait ce qu'on appelait on a changé le nom, mais un baromètre social sur lequel on communiquait tous les trimestres de la même façon qu'on communique nos résultats financiers. Et alors, il y a évidemment dans la loi Pacte, il y a eu tout ce débat autour du fait que les entreprises doivent travailler sur leur raison d'être. Donc ça a créé tout un mouvement dans le monde des entreprises. Mais c'est vrai que sur ce sujet-là, en tout cas nous, chez Schneider Electric, on est très avancés. On n'est pas les seuls, hein, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que de plus en plus, et pour revenir sur l'attractivité vis-à-vis des jeunes, moi je croise en permanence des jeunes qui me disent « Qu'est-ce que vous faites pour l'écologie ? Qu'est-ce que vous faites là-dessus ? Qu'est-ce que voilà ?» Alors j'allais dire, peut-être qu'en mai 68, c'était déjà le cas et que je pense que finalement les jeunes ont toujours été un peu idéalistes et c'est aussi pour ça qu'on a besoin des jeunes générations. Mais c'est de plus en plus le cas. Cette recherche de talent fait qu'aujourd'hui, il y a des secteurs qui ont du mal à recruter par manque d'attractivité et cette image-là, donc au-delà de l'image, et puis en plus ils sont en recherche de vérité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire du PowerPoint et puis de dire j'ai une fondation qui fait ça, j'ai une personne qui fait du développement durable, non, ils recherchent de l'authenticité et de l'engagement et ça c'est vrai que moi à titre personnel, je suis allée aussi, j'ai rejoint Schneider Electric il y a 5 ans aussi parce que je savais que c'était quelque chose qui était très très fort dans l'entreprise et puis finalement c'est vrai que voilà tous quand on va travailler tous les matins, bah, finalement on se dit à quoi je sers et quel impact je vais avoir et puis donc c'est quelque chose qui est d'autant plus vrai qu'on vit dans un monde très incertain qui évolue rapidement et sur lequel bah, finalement on est tous à la recherche de sens et donc en tout cas dans les entreprises on est obligé et alors après en tant que dirigeant on a encore plus de responsabilités puisqu'on doit voilà, donner du sens à nos équipes et si on ne le fait pas eh ben, on perdra les meilleurs parce qu'ils iront faire autre chose donc c'est j'allais dire on est de toute façon condamné à le faire. Alors moi je dirais que ça fait une vingtaine d'années que je m'occupe de la question homme-femme et donc de l'égalité, de la promotion des femmes et il y a eu une évolution très très nette. Hein. Il y a 20 ans, ce problème n'était pas du tout regardé comme aujourd'hui et je pense que c'est très positif et qu'il faut qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui soient concernées, des grandes, des petites, etc. Alors notre troisième thème, et puis je crois qu'il faut qu'on soit rapide si on veut que la salle puisse parler, c'est le thème diversité dans toutes ses facettes. Donc si vous pouvez commenter l'autre. Merci, je vais faire le lien encore entre les deux sujets, celui qu'on vient de traiter et celui de la diversité, sur un champ qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, qui est celui de la transition numérique, le digital comme élément de transformation, et qui est un domaine en ce qui concerne la présence des femmes et l'attractivité pour les jeunes femmes, qui laisse encore beaucoup à désirer, puisque c'est un milieu dans lequel, sur les seniors développeurs, on doit être à 10 ou 12%. Enfin, donc, un point très particulier, parce que le monde d'aujourd'hui s'écrit et le monde de demain s'écrit avec quelques lignes de code, des algorithmes, la façon dont on organise ces réflexions, la façon dont on collecte les données, qu'on utilise les données, qu'on va les chercher, enfin tout ce qui va permettre d'analyser et de créer la société à venir. Et là, c'est vrai que c'est bien dommageable qu'il puisse y avoir un biais qui soit lié effectivement à une présence masculine déséquilibrée par rapport à ce que les femmes peuvent apporter dans ce milieu. Et cette responsabilité d'avoir effectivement une diversité qui permette d'écrire et de penser le monde avec l'ensemble des talents, elle est, à mon avis, assez importante. On le sait dans le milieu de la recherche, par exemple, qu'il y a des biais liés à une recherche qui a été pensée, là aussi, plutôt de façon masculine, je dirais, sans être parfaitement au fait de tout ça. Les problèmes de déminéralisation, d'ostéoporose étaient typiquement des problèmes qui ne comportaient que les femmes en santé, hein, l'ostéoporose post-ménopausique, et on ne se préoccupait pas de la fragilisation osseuse chez l'homme qui est lui aussi sensible, ou à l'inverse, les maladies cardiovasculaires qui étaient typiquement des maladies masculines, alors qu'on s'aperçoit aujourd'hui que c'est un des éléments dans l'épidémiologie de santé
qui a des conséquences importantes. Donc ces biais, non seulement dans le champ du numérique, mais le champ de la recherche en santé, par exemple, sont tout à fait évidents. Et ça donne une responsabilité aussi aux entreprises, au monde de la recherche, d'être toujours sensible à ces éléments de diversité. Alors, un petit éclairage que je trouvais intéressant pour revenir au digital. L'autre jour, le directeur d'une des écoles qui forme des ingénieurs en cybersécurité, qui est un sujet important, me disait que dans la promotion, eh bien, c'était 50% de femmes qui s'engageaient, de jeunes filles, sur les sujets de cybersécurité. Ça revient à ce que disait Christelle tout à l'heure, sur le sens, l'engagement, se mettre au service de quelque chose qui peut... Donc voilà, cette notion de responsabilité vis-à-vis de la société, du sens qu'on donne à l'engagement correspond assez à ce que la jeunesse cherche aujourd'hui. Ça, c'était sur cette diversité de genre. Pour le reste des facettes de la diversité, je crois que moi aussi, je suis tombée dedans quand j'étais à l'entraînement à la Cité des Étoiles, entre des chercheurs, des pilotes de bombardiers soviétiques et des géophysiciens, des vulcanologues. Il y avait vraiment toutes les backgrounds possibles de formation. Puis entre les jeunes rookies qui étaient à leur premier vol et ceux qui avaient déjà 2 étoiles de héros de l'Union soviétique ou qui avaient déjà 5 ou 6 vols. Voilà, il y avait du générationnel, de l'expertise diverse, des métiers différents et des gens différents, ce qui faisait la beauté et la richesse et le bonheur de participer à cette aventure. Sur la diversité, moi j'ai envie de parler du fait que la diversité sans l'inclusion, ça ne peut pas fonctionner. Et finalement, souvent, on part du principe que diversité égale inclusion, mais j'allais dire, nous, chez General Electric, on est très engagés sur la diversité. On a rebasculé tous nos programmes internes de formation, notamment des managers, sur le sujet de l'inclusion. Parce que rien de pire que de se dire, c'est bon, j'ai atteint mes quotas, j'ai tant de femmes, tant d'étrangers, tant de seniors, tant de jeunes, etc. Mais si le manager ou si l'équipe ne fonctionne pas de façon inclusive et que finalement on ne donne pas la parole ou on ne laisse pas s'exprimer les personnes dans leurs différents points de vue, on n'atteint pas les objectifs que l'on veut. Et c'est ça le vrai enjeu. Or, il faut bien se le dire, c'est plus compliqué de manager une équipe diverse que de manager une équipe de gens qui viennent tous de la même école, du même quartier, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui ne va pas de soi, et donc c'est pour ça qu'on met, en tout cas dans les entreprises, des process en place pour s'assurer, et puis pour accompagner aussi les managers, et puis pour se dire aussi que, comme ce qu'on disait, c'est-à-dire que si on n'a pas le droit à l'échec, ou si on ne donne pas l'impression, si on ne dit pas aux gens, vous pouvez poser des questions stupides, il n'y a pas de questions stupides, ou vous pouvez avancer vos idées, et c'est pas parce que vous êtes le seul à avoir cette idée-là que vous avez tort, bien au contraire, et l'histoire nous l'a prouvé plein de fois. C'est évidemment ça les sujets, et évidemment c'est clé quand on veut faire de l'innovation, parce que si on ne crée pas ces environnements inclusifs, on n'arrivera pas à faire de l'innovation de façon durable, en tout cas dans les organisations quelles qu'elles soient. Bon, alors je voudrais juste dire un tout petit mot, parce qu'il y a aussi la diversité sociale, qui n'est pas forcément un problème simple à traiter. Mais bon, chacun doit balayer devant sa porte et ne pas dire que c'est la faute des autres. Donc, il y a beaucoup à faire. Je pense qu'on pourrait parler pendant très longtemps, mais peut-être que la salle a envie de poser quelques questions. Ah, un message. Oui, alors moi, mon message, c'est pour que le monde soit meilleur, balayez chacun devant votre porte. Alors, moi, j'aurais envie de dire, parce qu'on a tous constaté qu'il faut que des choses changent. Alors, j'ai envie de dire, soyez le changement que vous voudriez voir. Alors moi, comme je suis d'une nature positive, je pense que le changement est déjà largement en marche, mais qu'effectivement, on ne dit pas suffisamment ce qui va bien. Et qu'on a tendance à évidemment zoomer sur ce qui ne va pas. Et donc si on pouvait passer beaucoup plus de temps à citer les exemples qui fonctionnent bien, à mettre en avant les industriels qui embauchent plutôt que ceux qui font des plans sociaux, à mettre en avant les démarches engagées où qu'elles soient, je pense que collectivement, je crois beaucoup au pouvoir du positif.
Celui-là, il marche, il est allumé. Merci infiniment, pardon. Bonjour, on m'entend ? Bonjour Sandrine Maizano, la Fondation La Main à la Pâte qui promeut l'éducation des filles à la science. Donc je ne peux être que admirative, inspirée et en soutien total de ce que vous dites depuis le début de cet après-midi. Par rapport à ce que vous venez de dire, mesdames, sur la fin, sur les idées forces, sur ce qui va bien et qui doit être inspirant pour les filles, les femmes sont très présentes dans les médias. Et pourquoi les femmes, du coup, en étant présentes dans les médias, ne pourraient pas relayer un message positif et pour dire effectivement dans l'industrie ce qui se fait de bien au niveau des filles? Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pour faire un petit peu le lien avec l'industrie. Alors je suis pas capable de juger si les femmes sont très présentes ou pas dans les médias, ni si elles véhiculent je suis pas sûre. Enfin, quand je vois, alors je vais pas critiquer, mais j'ai l'habitude d'être pas la seule, mais pas loin d'être la seule dans le monde des industriels. Donc, en tout cas, pour ce qui est de l'industrie. Après, il y a énormément de femmes chefs d'entreprise dans l'industrie. Après, voilà, est-ce qu'elles cherchent plus la lumière que d'autres? Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'à chaque fois qu'on cherche des femmes dans l'industrie pour porter la parole, le sujet, on en trouve quand même moins que d'hommes. Donc, je pense que, alors, faut qu'elles se fassent connaître, mais il y a encore du travail à faire pour qu'il y en ait plus. Si votre question, c'est la place des femmes dans les médias, le CSA fait périodiquement des études là-dessus. Il n'y a quand même pas tout à fait autant d'expertes qu'il devrait y en avoir. La preuve, c'est qu'il s'est créé des sites, des bases, pour qu'on ne fasse pas toujours appel aux mêmes. Hein, qu'il y a aussi quelques femmes qui sont capables de parler dans les médias. Oui, bonjour à vous toutes et à vous tous. Je dirige Sciences et Avenir et la recherche. Et effectivement, il y a encore beaucoup à faire, mais on peut toujours se demander comment il se fait qu'en sciences, par exemple, eh bien, il y a effectivement pas mal de collègues féminines. Est-ce que c'est parce que c'est beaucoup de travail, peut-être moins de lumière que la politique ? Mais je peux vous assurer qu'on mène le combat. Et donc je fais partie de Femmes et Sciences aussi, comme Claudine. C'est un peu Claudine qui m'a inspirée. Un grand nombre de collègues font partie ou s'intéressent à ce que fait Femmes et Maths, Femmes du numérique, Femmes d'influence. Je fais partie de nombreux jurys dans le digital, dans le numérique. En fait, j'avais une question aussi. Pour Madame Schneider-Heidemann, y a-t-il beaucoup de R&D dans votre entreprise, et est-ce que c'est un argument d'appel pour les femmes? Effectivement, ce que je crois comprendre en tant que journaliste, c'est que quand on dit aux jeunes femmes ou aux jeunes filles « faites de la science, soyez actrices », ça marche. Plus que de leur dire « je deviens chercheur » ou « je deviens ingénieur ». Quand on les met dans l'action, ça marche pas mal. Mais est-ce que la R&D dans une entreprise, ça les tente, ou au contraire, finalement, ça ne leur dit rien parce qu'elles ne connaissent tout simplement pas les métiers? Alors, nous, on investit 5% de notre chiffre d'affaires dans la R&D, et donc en France, on a 2500 ingénieurs R&D, donc il y a du monde. Oui, on recrute beaucoup de femmes en R&D, mais pas 50%. C'est-à-dire que oui, on en recrute. Alors, c'est plus simple de recruter des femmes en R&D que des femmes techniciens d'intervention sur le terrain ou des femmes chefs de projet industriels. Néanmoins, on recrute encore plus de femmes dans les métiers financiers, communication, RH, que dans les métiers R&D. Mais voilà, des femmes qui ont fait leurs études dans la science, on n'a pas de problème après pour les recruter en R&D. Bonjour, je m'appelle Christine Quinola. Je suis chef de projet industriel, chef d'entreprise, formatrice en gestion de projet industriel. Et je ne sais plus où est la dame. Si vous voulez, je vais faire des conférences aussi pour parler de l'industrie. Mais bon, on enlève la lumière. J'avais 2 questions à vous poser. Les 2 questions concernent les indicateurs pour les entreprises. Aujourd'hui, on a des indicateurs, vous les avez très bien mentionnés, qui sont financiers, plutôt court-termistes. Et moi, quand je fais de la formation, je constate que les gens se sentent très mal en entreprise, justement à cause de ces indicateurs. Et moi, j'aimerais savoir si vous avez commencé à travailler sur des indicateurs de reporting différents. Première question.
Et la deuxième, quand je forme à la gestion de projets industriels, j'ai souvent des sessions masculines. Plutôt, désolée ceux qui sont là, plutôt résonnantes. Et donc je trouve ça juste dommage que des jeunes femmes ne soient pas dans ces sessions. Je me dis déjà, il y a peut-être un souci qui fait qu'elles n'ont pas la visibilité que ça existe. Et donc, après, elles ne font pas chef de projet industriel. Voilà. C'est pour ça que la Semaine de l'Industrie a été créée, d'une part pour promouvoir les métiers industriels auprès des jeunes au sens large, et puis ensuite, de plus en plus, se créent des réseaux aussi pour mettre en lumière finalement les parcours de femmes dans l'industrie, parce que si on n'a pas de rôle modèle, c'est vrai que c'est plus difficile pour des jeunes de s'identifier et juste de se dire à quoi ça ressemble une carrière, ou enfin qu'est-ce qu'on peut faire comme type de métier dans l'industrie. Pour revenir sur votre sujet des indicateurs, donc oui, nous, voilà, tous les trimestres, on publie des indicateurs, et alors ils sont sur beaucoup de sujets qui vont de la diversité, donc nombre de femmes recrutées, l'impact carbone, donc le carbone voilà, de notre cycle et de notre entreprise, le nombre de personnes formées quand on regarde toutes nos initiatives d'accès à l'énergie, le nombre d'apprentis recrutés. Donc on a différents sujets, et c'est un baromètre qu'on définit pour une feuille de route de 3 ans, et dans lequel on a des objectifs, et sur lequel, en tant que dirigeant dans l'entreprise, on a un bonus. Enfin, je veux dire, l'impact du salaire n'est pas que sur les indicateurs financiers, sinon, voilà, on pourrait être accusé de regarder que quand même court terme. Bon, et entre nous soit dit, le monde de la finance d'entreprise, est en train de prendre conscience de ces enjeux-là. Après, il ne faut pas se tromper, les résultats financiers, ça restera le permis de conduire, c'est-à-dire qu'une entreprise qui publie des mauvais résultats financiers, elle est sanctionnée, et derrière, c'est très très difficile de continuer à opérer. Néanmoins, une entreprise qui ne publie que des bons résultats financiers n'aura pas la performance attendue, et de plus en plus, les investisseurs regardent les engagements de long terme, la durabilité, l'impact social, et on l'a vu parce que voilà, il y a des crises, il y a eu beaucoup de crises d'entreprise où un scandale environnemental, un scandale humain peut avoir une image, enfin un impact qui détruit totalement l'image et donc la valeur d'une entreprise. Bonjour Marie-Laure Charles, c'était pour vous répondre. En fait, il y a des associations comme Elle Bouge, donc on est toutes bénévoles, il y en a de Schneider, Engie, Total, Thales, et on va dans les lycées bénévolement et on explique aux jeunes filles quels sont les métiers qu'elles pourraient faire, justement pour les inciter. Donc peut-être que votre métier n'est pas connu, donc je sais pas, venez chez Elle Bouge et... Comment ? Ah bah très bien, oui, voilà. Bonjour, je m'appelle Geneviève Boucher. J'ai fait un peu tout dans ma... Je suis ici. J'ai fait un peu tout dans ma carrière. J'ai fait de la recherche, j'ai créé des entreprises, je m'occupe de think tank, enfin je fais beaucoup de choses. Et entre autres, j'ai créé Dauphine Business Angel, où on a brassé, enfin en tous les cas, moi j'y ai brassé énormément de porteurs de projets. Et un jour, je me suis fâchée. J'ai monté un entraînement au coaching, tant pour les garçons que pour les filles, parce que dans les pitchs, les filles commençaient, parce qu'on leur demande de donner leur profil, commençaient toujours par « j'ai eu de la chance, tatati tatata ». Et les garçons arrivaient en disant « j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Quelquefois, ils ne l'avaient même pas fait, mais ils affirmaient qu'ils l'avaient fait. Voilà. Et on a aussi coaché nos angels, parce qu'une fille qui a une bonne idée, elle a eu de la chance. Et un garçon qui a une bonne idée, il a bien travaillé. Alors, je vous le raconte dans le milieu de l'investissement, mais évidemment, ça se propage après. Mais dans la recherche, j'ai pas eu énormément... Enfin, c'est pas là où j'ai trouvé les problèmes les plus aigus. En revanche, je voudrais vous signaler que la recherche aujourd'hui, elle est beaucoup plus multiple qu'elle l'est, parce qu'il faut donner de plus en plus de place à la sérendipité. Et je vois qu'il faudrait arriver, puisque de toute façon, nous, notre recherche, il faut la faire évoluer, elle ne peut pas rester comme elle est là, c'est clair. Il y a la recherche institutionnelle que vous utilisez, mais n'oubliez pas celle des think tanks, qui est beaucoup plus ouverte et qui est l'occasion de beaucoup plus de sérendipité. Et là, de ce côté-là, on a beaucoup à faire, et ce n'est pas un problème de garçon-fille ou je ne sais pas quoi, c'est vraiment un problème de dire, je vais aller chercher la recherche, même là où elle me fait sortir de ma zone de confort, parce qu'il va peut-être s'y passer des choses qui me concernent. Et ça, c'est un virage, comme de toute façon, il faut qu'on bifurque. Je pense que je voulais vous en parler à vous personnellement. Merci.
Alors nous, je ne voudrais pas monopoliser sur Schneider Electric, on est impliqué dans beaucoup de think tanks. J'en découvre tous les jours, hein, parce qu'on est régulièrement contacté, mais on est impliqué, enfin on contribue, et puis c'est un très très bon moyen de se challenger aussi, hein, sur les convictions qu'on pense avoir. Sur ce que vous disiez sur les réactions des femmes ou la façon de se présenter, nous, j'avoue que on est toutes comme ça, et alors moi j'ai été DRH dans mon parcours, et j'avoue que j'en étais pas consciente avant de voir les réactions des hommes et des femmes quand on leur propose un poste, une augmentation, etc., ou dans les entretiens, mais c'est criant de vérité, donc il faut que oui, les femmes prennent confiance et puis osent dire plus, sans pour autant, après, ce qui fait aussi le bien de la diversité, c'est que bah oui, les hommes et les femmes, on est quelque part différents, et puis il ne faut pas généraliser, parce qu'il y a aussi des hommes qui ont le sentiment d'imposteur, et puis des femmes qui se survendent un tout petit peu. Donc, et j'attendrai surtout pas d'ailleurs de mes collaborateurs que les femmes se mettent à devenir qu'elles se mettent trop en avant. Donc voilà, il faut tout, mais c'est vrai que ce que vous dites est très très vrai. Et par contre, ce qui est très très important, c'est de former les jeunes femmes et les femmes à être conscientes que bah oui, quand on va passer un entretien d'embauche, même si on n'a pas confiance en soi, on peut le partager avec ses collègues, on peut le partager avec sa famille. Mais il ne faut pas le dire à celui qu'on a en face, parce que celui qu'on a en face, il vous voit pendant 20 minutes. Si vous dites alors là, peut-être que j'ai un peu de chance de vous rencontrer aujourd'hui, bah, il passe à autre chose, quoi. Donc c'est vrai que là, on a du travail à faire. Pour pousser la caricature un tout petit peu plus loin et continuer ce que vous disiez, madame, donc en cas d'échec, en cas de réussite, effectivement, on va dire, elle a eu de la chance pour la femme, et vice-versa, l'homme avait les compétences. Mais en cas d'échec, c'est l'inverse. L'homme, il n'a pas eu de chance, et la femme, elle n'avait pas les compétences. Ça, c'est assez classique dans ce qu'on voit comme remarque. Allez, la dernière question féminine, et après un homme. Bonjour. Après, c'est vous, monsieur. Je m'appelle Rana Amra, je suis la fondatrice d'une ONG, mais je suis aussi la fondatrice d'une start-up. Et nous, c'est pas une chance, on est à Station F, et en fait, on n'a pas juste eu de chance, on s'est dit que la chance ne sourit qu'aux audacieux. Donc, on est à Station F, on n'est que des femmes, on est très contentes. Mais il y a 2 points que je voulais soulever. Le premier, c'est que dans le cadre de l'ONG, on représente la France au sein de la thématique genre pour le G7 sur le volet égalité femmes-hommes. Et sur le côté start-up, en fait, on est dans une période où on a la recherche de financement, et on souhaiterait absolument saisir l'opportunité des business angels, et notamment d'un réseau de business angels, mais par des femmes. Et en fait, on n'en trouve pas en France. Donc, vous aviez évoqué tout à l'heure les think tanks, et en fait, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas cette possibilité en France de trouver un réseau de femmes qui proposerait justement des financements pour des startups innovantes comme la nôtre, notamment qu'on est une startup ESS, donc économie sociale et solidaire. Donc voilà, et on est quand même assez militante et féministe. Donc voilà. Merci. Monsieur, à vous. Oui. Oui, bonjour, Olivier Dussert, Fondation C'est Génial. Moi, j'ai une question plus précisément pour Madame Heidemann. Quand j'étais lycéen et que j'avais pas de bonnes notes, on me disait si tu continues comme ça, tu finiras à l'usine. Bon, sur les regards croisés, je pense que peut-être une des choses sur lesquelles le monde industriel, le monde de l'entreprise a aussi à travailler, c'est en relation avec le monde de l'enseignement. C'est ce que disait tout à l'heure Claudie, c'est ce que disait Claudine aussi. Et je pense que si les enseignants découvraient que ce qu'ils enseignent sert à quelque chose dans l'entreprise, ça deviendrait des ambassadeurs de meilleure qualité. C'est bien pour ça que, enfin voilà, Semaine de l'industrie, il y a beaucoup d'usines qui ont ouvert leurs portes à des lycéens accompagnés de leurs professeurs, justement pour montrer les nouveaux métiers. Et aujourd'hui, voilà, les métiers très très manuels, alors ça dépend des industries, mais on a pendant longtemps opposé robotisation et emploi en France. Or, il ne faut pas les opposer, parce qu'en fait, les robots vont évidemment, et l'automatisation est indispensable pour moderniser un outil de production, mais on a toujours besoin de collaborateurs, et par contre, les compétences et les métiers évoluent, et effectivement, c'est tout l'enjeu de la révolution de l'industrie actuellement, c'est que les métiers c'est le numérique au sein de l'usine, et donc c'est, voilà, faire comprendre qu'on joue avec des tablettes dans une usine de production, qu'il y a des robots qui se baladent au milieu des lignes de production, que c'est très très propre, enfin voilà, c'est tout ça qu'on doit changer dans l'imaginaire collectif.
Mesdames, on va vous remercier infiniment sous les applaudissements nourris.